Mon futur beau-père est aussi mon PDG. Il m'a menacé, juste avant la cérémonie, si tu épouses ma fille, tu perdras tout. J'ai simplement répondu, nous verrons bien. Puis, ce que je l'ai entendu dire à sa mère, en secret, en sanglotant. Si tu épouses ma fille, tu perdras tout. C'est exactement ce qu'il a dit. Sans avertissement, sans préambule, juste ces mots. Je n'ai pas répondu, je l'ai simplement regardé. Durant une longue seconde, j'ai relâché mon souffle. Calmement, en silence. Puis, j'ai touché mon bouton de manchette, celui qu'elle m'avait offert, je l'ai retiré, et je l'ai glissé dans ma poche. C'est seulement alors que j'ai retourné la photo posée sur la table de chevet, celle de lui et de sa fille, face contre table, avant de sortir sans un mot. Je m'appelle Reed Callahan, j'ai 38 ans, et je suis directeur principal des opérations stratégiques chez Albert Corporation. Je connais le poids du silence. Je sais à quoi ressemble le contrôle, lorsqu'il s'affiche sous un sourire. Nous n'étions pas dans un couloir, il m'a fait venir dans le salon du marié, 20 minutes avant la cérémonie. Il a fermé la porte, s'est versé un verre, sans m'en proposer un. Il a ajusté ses boutons de manchette, comme s'il validait un vote au conseil d'administration, puis il a bu une gorgée. Il s'est approché de la fenêtre, a légèrement écarté le rideau, observant son reflet, et non la vue. Tu peux encore partir, a-t-il dit, je m'occuperai des invités. Elle finira par te pardonner. Le couloir, à l'extérieur de la chapelle, est bordé d'appliquants. Laiton et de grandes fenêtres. C'est trop calme. Tout sent les fleurs coupées et le bois ciré. Le tapis est épais, étouffant. Chacun de mes pas. Je croise 2 serveurs, qui installent le champagne derrière un rideau. Ils s'arrêtent un instant, puis reprennent leurs tâches, sans lever les yeux. Je passe devant 2 placeurs. L'un d'eux fait un signe de tête. L'autre évite mon regard. Il pense que je vais m'enfuir. Il pense que cela a suffi à me briser. Ce n'était pas le cas. Je jette un œil à la salle de préparation. Elle est vide. Une demoiselle d'honneur me dit qu'elle est sortie avec sa mère. Je fais un signe de tête, et je continue à marcher. C'est alors que je l'entends. Je ne veux pas que Reed soit pris entre 2 feux. Si cette enquête éclate maintenant, sa voix se brise, j'ai dit à papa que cela ne nous concernait plus uniquement. S'il fouille dans ce qu'il a fait, et si Reed tombait avec lui? Silence. Sa mère chuchote, ne dit plus rien. J'arrête de respirer pendant une seconde. Chaque syllabe me blesse. Elle ne sait pas que je suis là. Je recule. D'un pas lent, mesuré. De retour dans la chambre des garçons d'honneur, personne ne parle. J'enfile ma veste, ajuste les épaules. Je glisse une fine enveloppe dans ma poche intérieure, juste au cas où quelqu'un me propose de l'eau. Je secoue la tête. J'aperçois les boutons de manchette qu'il m'a offerts à Noël dernier, posés dans un écrin de velours sur la commode. Je les laisse là, et j'utilise les miens. La musique commence. Je m'avance dans l'allée. Les invités se lèvent. L'atmosphère est lourde, chargée de parfums et de tension. Il se tient à l'avant, les mains croisées, souriant face aux objectifs. Il me jette un coup d'œil, et fait un signe de tête lent, calculé. Je m'arrête devant lui. Il se penche, comme s'il s'apprêtait à me chuchoter quelque chose. Au lieu de cela, je lui tends la main. Nous nous serrons la main, un geste froid, machinal. Sans un mot. Son autre main tapote mon épaule, de manière brève, possessive. Je parcours les derniers pas seul. Une femme, au premier rang, chuchote quelque chose. Son mari lui touche doucement la main, comme pour désamorcer une tension. J'aperçois un vieil ami de la logistique, qui observe la scène de trop près. Le
Regard étroit. Il sent que quelque chose cloche. Il n'a pas tort. Un homme, au 3e rang, lève son téléphone pour filmer. Je fixe l'objectif, sans ciller. Elle s'avance vers moi, d'un pas mesuré, le menton haut, tenant fermement son bouquet, mais ses yeux se tournent brièvement vers son père, avant de revenir vers moi. Elle expire par le nez, juste avant d'atteindre l'hôtel. Ce n'est pas de la nervosité, elle se prépare à l'impact. Quand je lui prends la main, je sens une tension dans ses doigts, mais elle ne recule pas. Nous prononçons les vœux, sans tremblement, sans hésitation. Nous nous retournons. Faisons face à l'assemblée, applaudissements polis, flash, confetti à la sortie. Rien de tout cela ne m'atteint. Je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne sais pas ce qu'elle voulait dire, mais je sais une chose, il a fait son premier coup, et maintenant, c'est à mon tour de jouer. On dit que la confiance se construit par étapes, mais, dans mon cas, elle a commencé par une simple poignée de main. 2 ans avant le mariage, j'ai été promu après avoir conclu un accord que personne ne nous croyait capable de remporter. Le contrat était dense, lié au gouvernement, à haut risque. J'ai relu chaque clause à 2 reprises. Le conseil d'administration a applaudi, mais c'est Leonard Whitmore, le PDG, qui m'a invité dans son bureau après coup. Il a versé 2 verres de bourbon, puis il a dit « J'aime ta façon de travailler ». Il n'a pas souri en disant cela. Il respectait l'efficacité, pas le charme. À partir de ce jour-là, il m'a intégré dans tous ses dossiers, réunions budgétaires, audits externes, dîners de stratégie. Il n'a jamais prononcé le mot mentorat, mais le conseil d'administration a commencé à m'appeler son bras droit. Ensuite, sont venues les plaisanteries sur le fait que je passais plus de temps chez lui que sa propre fille. Il n'avait pas tort. Elle s'appelait Elisa. Nous nous sommes rencontrés officiellement lors de l'un de ces dîners stratégiques, mais je l'avais déjà aperçue auparavant. Calme, réservée, elle restait à l'écart des projecteurs. Même chez elle. Elle travaillait dans les opérations durables, la branche verte de Albert, un département dont son père ne faisait pas grand cas, mais elle savait parfaitement ce qu'elle faisait, et elle remarquait quand les autres faisaient des erreurs. Notre première véritable conversation a eu lieu autour d'une carte logistique. Elle a souligné une incohérence d'approvisionnement qui m'avait échappé. C'est à ce moment-là que j'ai compris, non seulement qu'elle était brillante, mais que son père ne la voyait pas vraiment à sa juste valeur. 6 mois plus tard, nous avons commencé à nous fréquenter, discrètement. Léonard n'a jamais fait de commentaires. Il se contentait de nous observer. Il m'invitait à d'autres séminaires externes, à des réunions plus restreintes. Aucun ordre du jour, simplement des feux de camp, du vin, et des membres du conseil d'administration parlant un peu trop librement. Il me disait que c'était pour me préparer à de plus hautes fonctions, pour m'asseoir à la table des grands. Mais, plus Elisa et moi nous rapprochions, plus il devenait froid. Toujours professionnel, toujours poli, mais plus distant, et les invitations se sont raréfiées. Elisa l'a remarqué, elle aussi. Mais elle n'a pas insisté. Elle m'a dit un jour, il construit des murs avec son silence, et il pense que le silence est synonyme de sécurité. Elle n'avait pas tort, mais je pensais pouvoir gérer la situation. Je pensais que nous pourrions séparer notre vie privée de la salle du conseil. Nous nous trompions. 6 semaines avant le mariage, il m'a convoqué. Ce n'était pas pour parler d'Elisa, du moins, pas directement. Il avait une nouvelle opportunité à me proposer. Il m'a dit qu'il voulait que je supervise une réorganisation de la conformité interne. J'ai demandé qui d'autre ferait partie du projet. Il m'a répondu que je serais le seul responsable. C'était étrange, et plus étrange encore, il voulait que je lui rende des comptes à lui seul. Aucun document ne devait encore être transmis au service juridique,
il s'agissait simplement d'une première phase d'évaluation discrète. J'ai dit que j'allais y réfléchir, et je l'ai fait. Je n'ai pas dit non, je suis simplement resté immobile. Le lendemain, j'ai remarqué que 2 armoires verrouillées manquaient dans la salle des archives de la direction. Quand j'ai interrogé la coordinatrice, elle m'a dit qu'elles avaient été transférées hors site. Personne n'avait signé les registres de retrait. J'ai vérifié les enregistrements des caméras du couloir. Le trafic était normal, rien d'inhabituel. L'horodatage correspondant au moment du retrait avait été soigneusement effacé. Plus tard, cette nuit-là, je suis retourné dans la pièce, et j'ai pris une photo des étagères vides. Sans flash, par simple habitude. Marilyn, la mère d'Elisa, m'a appelé le lendemain matin, non pas pour me parler du mariage, mais pour me demander comment se passaient les choses avec Léonard. Elle a dit qu'il semblait distrait ces derniers temps. Il ne parle plus beaucoup, mais je sens que quelque chose se prépare. Elle a marqué une pause. Je sais comment il est. Ne te perds pas dans son monde, c'est tout. Elle a raccroché avant que je ne puisse répondre. Je n'ai pas parlé de cet appel à Elisa. Ce week-end-là, au petit déjeuner, Elisa m'a observé plus longuement que d'habitude. Tu es plus silencieux, a-t-elle remarqué. Pas comme d'habitude. J'ai haussé les épaules, je réfléchis juste à certaines choses. Elle a acquiescé, mais ses yeux n'ont pas quitté les miens. Tu ne penses pas à nous, n'est-ce pas? Non, ai-je répondu, pas à nous. Cette nuit-là, j'ai commencé à copier mes rapports des 3 derniers trimestres sur une clé USB chiffrée. Sans raison particulière, une simple sécurité. J'ai gardé la clé dans le compartiment arrière de ma voiture, sous la doublure, juste à côté de la clé de secours. Léonard n'a jamais demandé de compte rendu, et je ne lui en ai jamais proposé. Nous nous sommes mariés dans la chapelle du domaine des Whitmore. 53 invités, un quatuor à cordes, des chemins de table Bordeaux, un choix d'Elisa. Léonard m'a serré la main avant la cérémonie, comme si nous finalisions une fusion d'entreprise. Il a souri pour les photos, dissimulant sa tension derrière ses boutons de manchette. Quand Elisa est entrée, tous les regards l'ont suivi, sauf le mien. Je l'ai regardé, juste une seconde. Il n'a pas scié. 10 minutes avant que nous ne remontions l'allée, je suis sorti pour respirer un peu. C'est à ce moment-là que je l'entends. Derrière la porte du vestiaire, sa voix s'est brisée, le mariage m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est ce qu'il fait. Et si Reed se retrouve entraîné là-dedans. Marilyn est intervenue, d'un ton doux, contrôlé. Il t'aime. Ce n'est pas ton père, il trouvera son chemin. Il y a eu un silence. Puis Elisa a repris, il se croit intouchable, mais les gens parlent. Et quelqu'un va finir par être blessé. Je n'ai pas écouté plus longtemps. Je suis simplement retourné à l'intérieur, et j'ai ajusté ma cravate. Le premier signal est apparu le lundi suivant notre lune de miel. Une invitation. Dans mon calendrier, un entretien d'évaluation hebdomadaire avec un analyste RH junior que je n'avais jamais rencontré. Mon examen habituel des opérations avec le directeur financier a été annulé, sans aucune explication. Ensuite, mes identifiants d'accès ont été modifiés. Plus aucun privilège d'administrateur. Mes tableaux de bord d'analyse ont disparu du jour au lendemain. Personne n'a rien dit, mais la porte de la salle du conseil est restée fermée. Je continuais. Pourtant d'arriver tôt, d'examiner les contrats, de prendre des notes. Le silence est un langage, et je le parlais couramment. 2 contrats de fournisseurs que j'avais négociés ont disparu du dossier. Partagé. Le service juridique m'a dit que les fichiers avaient été réaffectés à un autre réviseur, mais ils ignoraient de qui il s'agissait. J'ai alors vérifié les métadonnées d'une version imprimée que j'avais conservée. Quelqu'un avait
Remplacer mes initiales par celles d'un associé d'un cabinet externe. Je n'avais pas été mis en copie, mon approbation avait été écrasée, sans laisser de traces. Cette nuit-là, j'ai sauvegardé toutes les révisions de contrat que j'ai pu trouver, je les ai classées par horodatage, et je les ai stockées dans 3 endroits différents. Je n'ai rien dit à Elisa, pas encore. La semaine suivante, un article a été publié dans la newsletter interne. L'initiative d'éthique d'Albert fait l'objet d'un examen discret. Ce n'était pas signé. 2 paragraphes, rédigés dans un style très sec, mais le sous-texte était limpide. Quelqu'un avait déclenché une enquête de conformité. Mon nom n'était pas mentionné, mais le timing était d'une précision chirurgicale. 3 heures plus tard, Léonard m'a transféré une note, nouvelle politique. D'alerte en cours d'examen. Restons alignés. Aucun commentaire, aucun objet. Juste ces mots. J'ai fixé l'écran pendant 10 secondes, puis je l'ai archivé. Il a commencé à appeler Elisa plus souvent, tard le soir, derrière des portes closes, des conversations qui s'interrompaient dès que j'entrais dans la pièce. Elle prétendait qu'il rattrapait le temps perdu à propos du mariage. Je n'ai pas insisté, mais elle a commencé à poser des questions subtiles sur le conseil d'administration, sur les rapports archivés. Je suis juste curieuse, disait-elle. Mais ses yeux ne mentaient pas, il n'était pas curieux, il était effrayé. C'est là que j'ai compris, elle ne faisait plus confiance à son père, et il le savait. J'ai trouvé une facture dont la signature ne correspondait à personne sur le registre actif. Quand je l'ai apportée au service juridique, ils ont haussé les épaules, elle doit être ancienne, ont-ils dit, ignore-la. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai numérisé, j'ai vérifié les dates, et j'ai recoupé les registres d'expédition. Quelqu'un était en train de créer une piste de documents falsifiés pointant vers moi, méticuleusement, en silence. Alors, j'en ai créé une nouvelle, la mienne. L'assignation est arrivée un jeudi. Un coursier l'a déposée à la réception. Scellée, formelle, froide. La réceptionniste a appelé le bureau de Léonard. 15 minutes plus tard, son assistante est sortie et m'a demandé de me rendre. Dans la salle de conférence des Léonard y était déjà, seul. Il n'avait pas l'air surpris, il semblait plutôt avoir répété son rôle. Ils ouvrent une enquête préliminaire, a-t-il dit. Cela va se tasser, mais cela va toucher quelques dossiers que tu as gérés. Il a fait une pause, s'il te contacte, soit. Bref. Reste aligné. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement regardé l'assignation qu'il tenait dans la main. Elle ne lui était pas adressée, elle m'était adressée. À moi. Cette nuit-là, j'ai numérisé chaque document signé du dernier exercice fiscal. Puis j'ai recoupé chaque ligne d'écriture passée par nos 2 bureaux. Un schéma est apparu, une demi-douzaine d'approbations de fournisseurs, toutes acheminées par des systèmes auxquels je n'avais plus accès, mais sur lesquels mon nom figurait toujours. Quelqu'un avait conservé une version de moi que je ne reconnaissais pas. Un fantôme numérique avec une traînée de responsabilité suspecte, et ce fantôme avait tout l'air d'un coupable. Elisa est rentrée tard. Elle n'a pas parlé tout de suite, puis elle a fini par dire, ma mère m'a demandé si tu étais en sécurité. Je n'ai pas menti, mais je ne l'ai pas rassurée non plus. Au lieu de cela, je lui ai montré un dossier contenant les transactions suspectes. Elle ne l'a pas lu, elle s'est contentée de le serrer contre elle. Je ne sais pas ce que mon père a fait, a-t-elle chuchoté, mais quoi que ce soit, tu ne peux pas plonger pour lui. Je n'ai pas répondu, j'ai simplement reverrouillé le dossier dans le tiroir. Je n'ai pas beaucoup dormi ce week-end-là. Au lieu de cela, j'ai repris chaque transaction suspecte, j'ai recoupé les adresses des fournisseurs, et j'ai reconstitué la chaîne de responsabilité sur 2 contrats. Le lundi matin. J'avais un dossier, incomplet certes, mais suffisant pour soulever des questions. Je ne l'ai pas envoyé par les canaux internes.
Je l'ai imprimé, je l'ai glissé dans une enveloppe anonyme, et je l'ai déposé dans une boîte aux lettres sécurisée, devant le département de la surveillance financière. Pas d'adresse de retour, pas de mot d'explication, seulement des horodatage. Des signatures, et des anomalies. Laissons parler les documents. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous pour une consultation avec un ancien responsable de la conformité de la SEC. Paiement en espèces uniquement, pas de nom. Il a lu les dossiers en silence, sans me demander pourquoi je les avais. Après 20 minutes, il a dit, vous n'avez pas tort, mais vous n'êtes pas blanc comme neige non plus. Je n'ai rien dit. Il a refermé le dossier, l'a fait glisser vers moi sur la table, et a ajouté, documentez tout. Ne faites aucune supposition, et s'il vous convoque, dites-en le moins possible. Puis, il s'est levé et est parti. Cette même semaine, j'ai discrètement mis à jour mon CV, j'ai retiré mon employeur actuel, et j'ai modifié mes références pour ne laisser que des prénoms. Elisa n'a pas posé de questions, mais elle l'a remarqué. Tu prépares quelque chose, m'a-t-elle demandé un soir. J'anticipe, c'est tout, ai-je répondu. Elle a hoché la tête, mais elle ne semblait pas rassurée pour autant. Le jeudi, la note interne a été diffusée, en attente de l'examen de l'audit. Les registres de conformité du 3e trimestre d'Albert sont en cours d'examen. Aucun nom, aucun détail. Mais la liste des projets concernés correspondait, sans exception, à chacun de ceux que j'avais gérés. Quelqu'un m'avait intégré dans l'histoire, sans jamais écrire mon nom. Le silence embarrassé dans le bureau a changé d'atmosphère. Les gens ont commencé à éviter mon regard. Les réunions que je dirigeais habituellement ont été reportées. Le vendredi après-midi, ma place de parking avait été réattribuée. Un stagiaire m'a remis un nouveau badge d'accès, temporaire, sans explication. Quand je suis passé devant la suite de la direction, la porte de Léonard était fermée. Son assistante refusait de lever les yeux. Il ne se cachait pas, il plaçait ses pions. Et moi, j'étais déjà de l'autre côté de la vitre. Ce soir-là, Elisa est rentrée à la maison avec des questions. Sa mère l'avait appelée, une amie du conseil d'administration de l'université l'avait interrogée sur des rumeurs concernant l'entreprise de son mari. Je n'ai pas démenti, mais je n'ai rien confirmé non plus. J'ai besoin de savoir. A-t-elle dit, est-ce que cela va nous toucher? J'ai réfléchi, puis j'ai répondu, seulement si je joue mal mes cartes. Elle n'a pas insisté davantage. Elle s'est simplement assise à côté de moi, silencieuse. Nous savions tous les deux que c'était le maximum de confiance que je pouvais lui accorder. Pour l'instant. Le lundi matin, le service juridique m'a convoqué. Pas de formule de politesse. Juste un PDF imprimé. Les conclusions préliminaires indiquent des autorisations irrégulières provenant de vos identifiants de connexion, ont-ils déclaré. J'ai lu le document, 3 transactions, toutes signées de mon nom. Mais aucune n'était de moi. Nous ne vous accusons pas, ont-ils ajouté. Mais nous sommes tenus de coopérer. Je n'ai pas discuté, j'ai simplement demandé une copie. Cette nuit-là, j'ai reçu un email chiffré de la part d'une personne que j'avais encadrée il y a des années, et qui travaillait désormais à la conformité. À titre confidentiel, le message disait, ton nom est apparu dans le dossier préliminaire. Celui de Léonard n'y figure pas. Pas de pièce jointe, juste. Cela, il n'avait pas besoin d'en dire plus. Quelqu'un avait construit le scénario avec soin, sur le plan juridique, en laissant la véritable signature hors de la page. J'ai passé la nuit à parcourir mes anciens messages. L'un d'eux est sorti du lot, datant d'il y a 6 mois, Léonard m'avait transmis une présentation de fournisseur, fait passer cela dans le système, j'approuverai ensuite. Cependant, son nom n'est jamais apparu dans le processus d'approbation. Le mien? Oui.
C'était subtil, chirurgical. Je l'ai copié, je l'ai signalé, et je l'ai sauvegardé hors ligne. Pas de représailles, pas de bruit. Mais si c'était une partie d'échecs, il venait de déplacer sa reine. Le mercredi, j'ai réservé un box de stockage sous un pseudonyme, loué pour 6 mois, payé en espèces. À l'intérieur, j'ai laissé 3 choses, un classeur imprimé contenant chaque document qu'ils avaient effacé, une clé USB avec l'enregistrement audio de l'un des appels stratégiques de Léonard, et une déclaration sous serment signée par un ancien associé, horodaté et notarié. Pas de menaces, pas de plan, juste des preuves, juste au cas où. Le jeudi après-midi, le conseil d'administration a tenu une séance à huis clos. Je n'étais pas invité, mais je le savais. 2 heures plus tard, une assistante est passée devant mon bureau avec un carton de matériel promotionnel. Rebranding, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Ce soir-là, j'ai vidé ma boîte de réception, sauvegardé mes fichiers personnels, et laissé mon badge sur le bureau. Je n'ai pas démissionné, je n'ai pas répondu, je me suis simplement préparé. Elisa était assise en face de moi, à la table du dîner. Elle ne posait plus de questions, elle m'a juste passé le sel. Ce silence, cette compréhension mutuelle de la distance qui s'installait, me semblait plus lourd que n'importe quelle dispute. Et pourtant, je me suis présenté le lendemain matin, même parking. Même cravate. Ils pensent m'avoir piégé, mais ils oublient que je ne tremble pas lorsque le jeu devient silencieux. Le lundi matin, j'ai été convoqué aux ressources humaines. Un auditeur tiers était assis au bout de la table, le service juridique était là aussi. Personne ne souriait. Nous avons décidé de vous mettre en congé indéfini, en attendant les résultats de l'enquête. Ils utilisent des termes comme « mesure neutre » et « équité procédurale ». Mais le badge que j'ai rendu, lui, était bien définitif. Pas de mail d'adieu, pas d'escorte pour sortir, juste une enveloppe blanche avec mon nom écrit dessus, et un contact pour le suivi. Je suis sorti. Sans un mot. Plus tard dans la semaine, Léonard m'a appelé. Il n'a pas utilisé la ligne 2. L'entreprise, mais un numéro personnel que je n'avais pas vu depuis des années. Passe à la maison du lac, a-t-il dit, pas d'avocat, juste nous deux. J'y suis allé le samedi, sans dossier, sans téléphone. Il a versé 2 verres de bourbon, mais n'a bu que dans le sien. Il existe une version de cette histoire où nous nous en sortons tous les 2 indemnes, a-t-il déclaré, avant de me présenter son offre. Je devais signer une déclaration acceptant une responsabilité partielle, en échange d'un accord confidentiel, d'honoraires de conseil, et d'un départ discret. Tu t'en sortiras toujours très bien, a-t-il ajouté, et Elisa n'aura jamais besoin de savoir. J'ai laissé le silence répondre pour moi. Puis, j'ai laissé le verre intact, et je suis parti. La maison du lac n'avait pas changé, les murs étaient toujours décorés de photos de séminaires de direction et de grandes étapes de l'entreprise, des visages souriants sous des cadres signés. Le bourbon était pur, le feu brûlait dans la cheminée. Léonard portait un pull en cachemire, comme s'il s'agissait d'un simple bilan trimestriel. Mais le second verre est resté plein. Il parlait comme un mentor, comme un ami, comme s'il ne s'agissait que de nettoyer après la tempête. Je ne veux pas que cela devienne désagréable, a-t-il dit. Tu as du talent, Reed, et je ne détruis pas le talent. Il a fait une pause, mais je protège ce qui m'appartient. Il a attendu ma réaction. Il n'y en a eu aucune. Le lundi, une enveloppe scellée est arrivée au cabinet du conseiller juridique externe d'Albert. Aucun nom, aucune adresse de retour, mais elle n'en avait pas besoin. À l'intérieur se trouvait la transcription imprimée d'un mémo vocal. Léonard y approuvait la transaction en question, ligne par ligne. Un rapport de métadonnées provenant des archives d'origine du serveur y était joint, indiquant
l'horodatage, l'adresse IP source, et la signature de l'appareil. Le document n'était ni édité, ni manipulé, simplement récupéré. Il y avait aussi une courte note, ce n'est pas moi qui ai enregistré cela. C'est lui qui me l'a envoyé. C'était tout. L'enregistrement audio provenait d'une sauvegarde. L'un des stagiaires de Léonard me l'avait envoyé par erreur, des mois auparavant, inclus par mégarde. Dans un transfert de fichiers lors d'un contrôle de conformité. À l'époque, je l'avais archivé sans y penser. Désormais, c'était la dernière pièce du puzzle. Je l'ai gravé sur un CD, pas d'empreinte numérique, pas de synchronisation sur le cloud. J'ai laissé une seconde copie dans le même box de stockage que j'avais loué des semaines plus tôt, juste au cas où. Dès le mercredi, Léonard a été convoqué à une séance à huis clos avec le conseil d'administration. Pas de communiqué de presse, pas de démenti, simplement une mise à jour discrète sur la page de la direction, son titre a disparu. Une note interne a suivi, en attente d'un examen approfondi, toutes les approbations au niveau de la direction sont suspendues jusqu'à ce que la conformité ait conclu son enquête. Personne n'a prononcé mon nom, mais j'ai reçu un appel de l'enquêteur externe. Vous n'avez pas tout brûlé, a-t-il dit. Non, ai-je répondu, j'ai juste tendu un miroir. Un journal a de son côté publié un court article, juste un titre, remaniement de la direction chez Albert. Système. L'article restait vague, mais pas les commentaires, anciens. Employés, informateurs anonymes, approbation discrète. L'histoire n'allait pas devenir virale, mais les bonnes personnes la lisaient. Ce soir-là, je me tenais dans le couloir, devant notre chambre. Élisa dormait. La porte était entr'ouverte, et sa robe de mariée était toujours suspendue dans un coin, repassée, préservée, intacte depuis ce jour-là. Sur le seuil de la porte, j'ai repensé à la première fois qu'Élisa avait pris ma main, lors d'un dîner de fête, sous le regard de son père. Sa poignée de main était ferme, comme si elle savait exactement ce qu'elle voulait. Je n'allais pas la faire douter de ce choix maintenant. Non pas parce qu'il méritait le silence, mais parce qu'elle méritait la paix. J'aurais pu dénoncer Léonard publiquement, faire de lui un gros titre, un exemple à ne pas suivre, mais cela aurait également traîné le nom d'Élisa dans la boue. J'ai donc fait un choix différent, non pas pour le protéger, lui, mais pour protéger ce qui comptait vraiment. J'aurais pu tout détruire, ai-je chuchoté, et c'est précisément pour cela que je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas resté chez Albert, je n'ai pas demandé de lettre de recommandation, et je n'ai pas touché à l'offre d'indemnité de départ. 6 semaines plus tard, j'ai rejoint un cabinet de conseil en défense, de l'autre côté de la rivière. Des bureaux plus calmes, un meilleur salaire. Ils n'ont posé aucune question, ils voulaient seulement des résultats. Je n'ai pas apporté la photo de mariage, je n'en avais pas besoin. Élisa n'a pas demandé de détails, elle n'en avait pas besoin non plus. Nous avons déménagé dans une maison plus petite, plus proche de sa clinique, moins de fenêtres, moins de regards indiscrets. Il y a un arbre devant la fenêtre de mon bureau. Je m'assois parfois près d'eux. Lui, pour regarder les branches bouger lorsque le vent est fort, mais silencieux. La plupart du temps, j'arrive tôt, café, journaux de bord, rapports de terrain. J'utilise une marque de stylo différente désormais, mais je porte le même modèle de montre, et la même alliance. J'ai gardé l'enveloppe, toujours scellée, toujours dans le coffre-fort. Peut-être qu'un jour, je la brûlerai. Pas encore. Toutes les quelques semaines, je retrouve un vieil ami de la logistique. Nous faisons un signe de tête, nous buvons un verre, et nous ne disons rien sur la cérémonie. Il sait ce que j'ai porté, il sait ce que j'ai laissé derrière moi. Une fois, j'ai aperçu Léonard devant un bâtiment du Sénat, vêtu d'un costume gris, sans entourage, sans caméra.
Il semblait plus mince, plus en colère, mais toujours digne. Il m'a vu, il n'a pas bronché, il n'a pas parlé. Il savait ce que je savais, si jamais je racontais toute l'histoire, sur les manipulations, les fausses pistes, les signatures numériques et les comptes anonymes, il ne remettrait plus jamais les pieds dans un conseil d'administration. En revanche, je ne l'ai pas fait, et je ne le ferai pas, à moins d'y être contraint. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une lettre de son avocat. Ce n'était pas une menace, mais une offre de règlement à l'amiable. Discrète, globale, rétroactive à l'exercice fiscal où j'avais été licencié. Je n'ai pas répondu. Elisa a préparé des lasagnes ce soir-là. Nous avons dîné dans le jardin, tandis que la radio diffusait un air doux. Pour une fois, les étoiles étaient bien visibles. Plus tard, je suis entré dans mon bureau, j'ai fermé la porte, et je me suis assis à ma table de travail. J'ai pris une feuille de papier à lettres épaisse et texturée, puis j'ai écrit une seule phrase. Je l'ai pliée, glissée dans une enveloppe, laissée sans signature. Je l'ai placée à côté de l'enveloppe scellée, puis j'ai fermé le coffre-fort et tourné la clé. Il n'a pas posé de questions, n'a pas mentionné l'enquête, se contentant de dire « Tu as toujours porté plus de poids qu'il ne le pensait. » Puis, il a fait un signe de tête et est parti. Je ne l'ai pas suivi, je n'en avais pas besoin. Parfois, la dignité prend la forme du silence. La vengeance d'un gentleman ne fait pas de bruit, mais elle est toujours personnelle. Si cette histoire a résonné en vous, appropriez-vous-la, abonnez-vous dès maintenant, et ne manquez pas le récit de demain.